Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter deux invités académiques et nos partenaires académiques, monsieur de l'Université américaine du Caire et monsieur le professeur de la France. Et ils vont partager avec nous leurs avis, parce que Dr Jamel a en fait travaillé sur un document de travail qui réalise en fait, qui nous assure un cadre de discussion pour les travaux de notre conférence. Dr Jamel, vous allez commencer par présenter vos résultats. Tout d'abord, je souligne que ce document, c'est juste un document de travail inaugural. Voilà pourquoi nous attendons à écouter vos interventions, vos résultats, vos recommandations qui vont être en fait formulées notamment au dernier jour de notre conférence, car nous souhaitons intégrer toutes ces données dans notre rapport. Voilà pourquoi ce qui est réalisé aujourd'hui représente en fait un projet de document de discussion qui devrait en fait nous assurer un cadre de discussion. Puis après, nous avons Dr Awad, Ibrahim Awad, qui est le professeur qui a participé à la conférence de l'année dernière. Il va aussi nous faire quelques commentaires sur ce document et peut-être il va soulever quelques questions à étudier au cours des deux prochaines journées. Et sur ce, je donne la parole à Dr Jamel Bouchour qui travaille à l'Université de Pau, France, et consultant de recherche. Il a travaillé comme expert à l'Union européenne et auprès également de l'OIT, au gouvernement marocain et français. Il a de même travaillé à l'Institut royal des statistiques au Maroc. À vous la parole, monsieur. Et est-ce que votre présentation est prête? Vous avez, je crois, un micro sur la tribune. Maintenant, nous voulons projeter la présentation sur l'écran. Je peux commencer en attendant la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très content de présenter le travail qui a été fait conjointement avec ma collègue Amal Miftah de l'Université de Dauphine et qui porte en fait sur la migration de travail et une nouvelle étape. Est-ce qu'il y a une nouvelle étape par rapport à ça? Donc, je commence par un préambule en fait et de dire, je ne sais pas si c'est gênant, j'attends que je peux parler. Non, j'attends. Comment? Un petit problème technique, on attend. C'est pas la bonne. I just want to indicate, as we are waiting for technology to... Puisque nous attendons à ce que nous réglons les problèmes techniques, ce document
a été projeté sur le site web de notre conférence parce que nous avons en fait imprimé beaucoup de papier. Voilà pourquoi nous avons voulu ne pas porter atteinte à l'environnement. Mais je tiens à souligner que ce document est disponible sur le site web en 3 langues, arabe, français et anglais. Je peux présenter son slide au cas où. On attend un petit peu. OK, très bien. Merci. Donc en fait, l'idée pour nous aussi, c'est de réfléchir à comment cette mobilité peut se concrétiser entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je parle du constat suivant, c'est qu'en fait, lors de ce travail, on a remarqué que les pays du Sud et les pays du Nord ont un niveau de compréhension et de technicité extraordinaire par rapport à la question de la migration. Je trouve que c'est un point positif et je trouve que le travail qui a été par TAM, je suppose, a donné ses fruits, ne serait-ce que par rapport au discours officiel, par exemple, de lequel on trouve la sémantique exacte par rapport à la problématique. Donc on est d'un côté comme de l'autre conscient des enjeux de la migration. Les enjeux de la migration sont importants parce que la migration est un phénomène éminemment humain. On parle de personnes. Ce n'est pas la mobilité des capitaux, ce n'est pas les transferts de fonds, etc. Là, on parle de personnes. Et donc, c'est une problématique éminemment politique dans laquelle interviennent des aspects économiques, évidemment, des aspects politiques, des aspects sociaux. Donc, si on ne prend pas en considération l'ensemble de ces problèmes, ben, on passe à côté, en fait. Et j'ai senti à travers ce travail, à travers les interviews qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, qu'il y a vraiment une prise de conscience. Donc, ce point, il est important. Le second point que je voudrais mettre en préambule, c'est en fait la difficulté qu'on a quand on parle de problème de la migration. C'est quelque chose de compliqué. Et par conséquent, nos résultats, notre réflexion, notre ambition, nos anticipations doivent être considérées avec beaucoup de prudence et beaucoup de modestie. Si on n'y arrive pas, c'est parce que c'est compliqué par essence. C'est un problème qui concerne les êtres humains et par conséquent, on doit faire attention à ça. On doit être ambitieux, mais en même temps, tenir compte de la réalité. La réalité est complexe, que ce soit au nord, au sud. Je commence par le nord. Pourquoi c'est compliqué? Compliqué parce qu'on a un dysfonctionnement du marché du travail au niveau du nord. Et que la migration ne peut pas être le point de salut. La migration, c'est une variable d'ajustement, mais d'abord, il faut réfléchir à la façon de fluidifier le marché du travail, de lutter contre les dysfonctionnements. Le second élément, comme vous le savez, au nord, la migration, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a des visions, il y a des points communs évidemment, mais il y a des visions différentes qui sont dues à la différence des dotations, à la différence du niveau de développement, à la différence même de la vision de la migration. Sans parler d'un point important, vous le savez, que la migration est quelque chose qui est mal vu par le pays du Nord, du moins au niveau des opinions publiques. En France, par exemple, 70% des personnes interrogées qui présentent un panel en France, 70% sont contre la migration. Donc, on trouve les responsables politiques sont ballottés entre, d'une part, le besoin de l'économie, de la main-d'œuvre. Il y a une pénurie extraordinaire dans plusieurs domaines, secteurs, je vais y revenir, et d'autre part, une opinion publique qui est contre, en fait, la migration. Donc là aussi, pour vous dire la complexité des choses. Autre élément, c'est le vieillissement de la population. Toutes les études récentes, même la semaine dernière, en fait, une étude de l'INSEE
qui a fait une comparaison au niveau européen, montre qu'il y a un vieillissement de la population de plus en plus important. Autrement dit, on a besoin de la migration, que ce soit par rapport au marché de travail, aux pénuries, mais aussi par rapport au vieillissement, ne serait-ce que pour aussi maintenir le système de retraite par répartition. Ce système ne peut être, même si on fait ici ou là des mesures qui sont importantes, mais dans le fond, on a un problème donc de système de répartition, on a un problème de retraite, et malgré les réformes qui sont en cours, on n'est pas capable de maintenir, ou du moins on peut le maintenir à court terme, mais à long terme on ne peut pas, parce qu'il y a un problème de fond qui est le vieillissement de la population, qui est lié à l'espérance de vie, qui devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, un jeune Européen ou une jeune, certes une fille, a une espérance de vie d'1 siècle. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, ça remet en cause tout le fonctionnement de la société. C'est une réflexion qu'il faut avoir. Autre élément, les pays européens aussi. Très bien. Merci. Donc, je parlais de la conquête de l'ubiquité pour parler des difficultés. Vous pouvez y aller. Je suis arrivé à... Allez-y, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, je parlais, en fait, revenez. Voilà, j'étais en train de parler de ça, et je suis arrivé au dernier point, qu'il y a un désaccord entre, en fait, les pays européens, parce que la situation est hétérogène, et en même temps, les pays européens, ils tiennent au principe de la souveraineté en matière de politique migratoire. Allez-y. Si je peux avoir pour changer moi-même, ça sera bien. Allez-y. Alors maintenant, pour le pays du sud de la Méditerranée, comme vous le savez, ça a été dit aussi, qu'il y a un chômage important dans ces pays. Il y a un chômage important qui est lié en partie à la difficulté du marché de travail d'absorber de plus en plus de diplômés, grâce à la massification de l'éducation. Donc, dans tous les pays du Sud, on a une massification, c'est quelque chose qui est positif, mais en même temps, le marché du travail n'arrive pas à absorber ces personnes. Et par conséquent, on a quelque chose qui va à l'encontre de la théorie économique, qui voudrait que plus on a de diplômes, plus on a la probabilité de s'insérer sur le marché du travail est importante. Or, dans les pays du Sud, on trouve que c'est compliqué, et plus on a des diplômes, le taux de chômage des diplômés, jeunes diplômés, plus important des gens qui n'ont pas fait d'études. Donc ça va pas. Et aussi parce que l'économie repose sur une main-d'œuvre faiblement qualifiée, dominée par la catégorie sociale avec formation ou sans formation ou avec une formation qui est très limitée. Donc ça, c'est typiquement de pays en développement, malgré encore une fois des progrès formidables qui ont été, il ne faut pas l'oublier, accomplis dans la matière. Et il y a aussi, sans parler des divergences, ce n'est pas la peine de revenir sur ces problèmes politiques. Vous savez, j'ai parlé des divergences au nord, mais au sud aussi sont plus importantes. Allez-y. Bien, alors, prenons les pays du Sud par exemple, et la meilleure façon de cerner, de quantifier le capital humain, c'est de savoir, en fait, la population active, quel est son taux d'éducation. Et là, vous voyez que au pays du Sud, on a une faible qualification des actifs occupés. C'est-à-dire que l'économie de ces pays n'arrive pas à créer des opportunités avec des gens qui ont des diplômes supérieurs ou des qualifications supérieures. Et là, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, en Égypte, on a 61,6% des actifs âgés de 25 ans et plus ont au moins le niveau secondaire, suivi par la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc vous voyez que ce sont des taux qui sont relativement faibles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau de la compétitivité et de la compétition au niveau international. Alors, le problème se pose d'autant plus que de nombreux diplômés de l'enseignement supérieur pourraient être surqualifiés pour les emplois qu'ils occupent. Donc on a aussi un problème de surqualification.
et la capacité d'absorption des diplômés de l'enseignement supérieur dans de nombreux secteurs est aussi limitée. Alors, malgré les niveaux de chômage, et c'est ça ce qui est contradictoire aussi, ce qu'on trouve aussi au Nord, malgré le niveau de chômage important, les entreprises ont du mal à trouver une main-d'œuvre possédant les compétences recherchées. Alors, on a des études de l'OCDE menées en Tunisie, ainsi que l'enquête du Haut Commissariat au Plan au Maroc, qui montrent en fait ces difficultés. Donc, il y a une non-correspondance entre la formation et les outputs de la formation et les inputs du marché du travail. C'est un problème qui est classique en économie. Sauf que pour les pays qui nous intéressent ici, c'est un problème qui se pose avec une grande acuité. Allez-y. Alors, on regarde maintenant du côté de l'Europe. Alors, ce qui est intéressant donc, c'est que pour le pays du Sud, on a dit qu'il y a des personnes qui sont diplômées qui ne trouvent pas de travail, et en Europe, on a des métis sous tension. L'idée pour nous, c'est de voir s'il y a une possibilité de correspondance entre l'offre des pays du Sud, sans nuire à leur économie, et d'autre part, la demande au niveau des pays du Nord. Alors, on a les secteurs où on a ce qu'on vous donne ici, c'est le taux de croissance annuel. Comme on pouvait s'y attendre, on a une grande demande pour les ingénieurs en nouvelles technologies et même pour les secteurs où on demande une qualification moindre. On a des demandes, par exemple, comme vous le savez, les secteurs de l'hébergement. Les exemples qui ont été donnés sur les expériences TAM montrent en fait que des secteurs en Allemagne, en France, etc., l'hébergement, de la restauration, la santé, ça, je ne vous apprends rien. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc l'idée pour nous ici, dans ce papier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Allez-y. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a une étude, en fait, qui montre en fait, une projection sur entre 2020 et 2030 par rapport aux emplois futurs. Et on trouve ce que je viens de vous dire. Cette étude, en fait, ne fait que confirmer le constat d'aujourd'hui qui est amplifié dans l'avenir. D'ici 10 ans, d'ici 7 ans maintenant, 10 ans par rapport à l'étude qui a été faite, on se rend compte que ce mouvement est amplifié. Donc, au lieu de s'atténuer, la demande de compétences dans ce domaine est amplifiée. Et donc, il y a une réflexion à se poser par rapport à comment combler ces demandes. Allez-y. Tfaddal. Voilà. Donc, en fait, la réponse de l'Europe, il y a plusieurs réponses, mais en particulier le pacte 2020 sur la migration et l'asile, à travers les différentes mesures sur les compétences et les partenariats pour attirer les talents. Alors, ça a été développé ce matin. La question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est disruptif? Est-ce que c'est une rupture épistémologique? L'idée phare, en fait, de ces programmes, c'est que la migration est un processus qui peut être profitable à tous les acteurs, en particulier, premièrement, les migrants, son pays d'origine et son pays d'accueil. Parce que l'impression qu'on a quand on s'intéresse à ces choses-là, évidemment, ça on ne peut pas le nier, c'est que les pays du Sud viennent piquer, entre guillemets, ou prendre les compétences du pays du Nord sans contrepartie. Donc c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Et parmi les choses qui ont été développées ici, c'est inciter les partenaires de développement à proposer divers modèles d'intervention. Je ne reviens pas sur ce qui a été fait, mais juste un petit rappel, tous les organismes que vous avez ici, donc il y aura les différentes sessions, tout ce qui a été présenté ce matin, pour toutes les initiatives, donc il y a vraiment un foisonnement d'initiatives. C'est quelque chose qui est encore une fois positif. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la problématique migratoire, de la migration du travail en particulier qui nous intéresse ici, et c'est plutôt quelque chose de positif. La question qui se pose, est-ce que c'est suffisant, c'est pas suffisant?
تفضل. من فضلك. Alors, les différents programmes qui ont été... L'idée, en fait, est simple. C'est, pour les pays d'origine, c'est de partager ces coûts de formation. Donc, l'idée n'est pas nouvelle, mais là, il est mis en exergue. Il y a une réflexion, il y a une technicité, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et comment permettre aux pays du Sud de ne pas perdre leur talent, même si, encore une fois, il y a un taux de chômage qui est important dans certains secteurs, et en même temps, aux pays du Nord, de profiter en fait de cette main-d'œuvre, et le migrant aussi, de trouver son compte dans cette affaire. Donc, l'idée, c'est de lutter contre le chômage des jeunes, qui est une source de migration illégale vers l'Europe, et puis lutter contre les trafics aussi. L'idée aussi, c'est de lutter contre les trafics des êtres humains. Si il y a une entente entre les autorités du Sud et du Nord, et s'il y a un nombre de plus en plus important de jeunes qui passent par le truchement, par le biais de ces organismes, c'est qu'en fait, on lutte contre la migration clandestine, qui est en fait un phénomène très important, comme vous le savez, et ça permet aussi au Nord de profiter encore une fois de cette main-d'œuvre, au Sud de ne pas être trop perdant, d'être plutôt gagnant. Allez-y, Faddal. Avant d'arriver à la conclusion, ce que je voudrais ici dire, et la chose sur laquelle je vais insister, c'est que il y a un problème de confiance entre le Nord et le Sud. C'est important d'avoir la confiance. Comment on peut avoir la confiance? Eh bien, en intégrant les pays du Sud, j'insiste sur ce point, dans la conceptualisation de ces programmes. On ne peut pas venir dans les pays du Sud et lui dire, voilà, on a un programme, on a réfléchi, voilà ce qui est bon pour vous. On va former les gens, même si, en fait, il y a de bonnes intentions, ne nous trompons pas. Mais si les pays du Sud ne sont pas intégrés dans la conceptualisation, et dès le départ, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on ait de la confiance. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'intelligence, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et j'étais stupéfait par la connaissance fine des pays du Sud de ces programmes, et par la connaissance fine des pays du Nord, ou des responsables, de ce qui se passe. Donc, entre le Sud et le Nord, on sait exactement ce qui se passe. Même si on dit les choses à demi-mot, de façon diplomatique, on sait exactement comment les gens pensent. Donc déjà, c'est un pas important. Et ces programmes, TAM, qui, en termes de budget, ne sont pas très importants par rapport au budget de l'Union européenne, donc on ne peut pas dire aussi qu'il y a les moyens, mais au moins, il y a une réflexion fine et poussée, et on arrive à déceler les problèmes. Et parmi les problèmes, ce manque de confiance. Donc les autorités du Sud doivent être impliquées. Deuxièmement, on a quelque chose de pragmatique. Si on veut avancer ensemble, c'est qu'on a des problèmes et qu'il faut les résoudre. Mais en même temps, encore une fois, il ne faut pas oublier que les pays du Sud, ils forment les gens, ils forment les jeunes, et le coût de formation est important. Un ingénieur qui a été formé au Sud, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, et qui part, c'est 150 000 à 200 000 dollars qui partent comme ça. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion par rapport à ça. Dans ce cadre, on va vous faire un certain nombre de propositions. Je vais finir par là. Allez-y. Tfaddal, min fadlak. Slide suivant. Bon, les recommandations, évidemment, ça ne sort pas de ce qui est déjà fait, mais il faut insister sur un certain nombre de choses qui ont été déjà dites. La reconnaissance de diplôme, il y a une des personnalités qui en a parlé ce matin, c'est quelque chose de très important. Là, on tergiverse, on fait passer des choses aux gens, on perd du temps. Donc, il faut aller direct. Vous avez un diplôme, qu'est-ce qui vous manque? La langue, allez, 3 mois, 6 mois, on y va. Il vous manque la technicité, 3 mois, 6 mois, on y va. Au lieu de laisser traîner les gens pendant des mois et des mois, ça, c'est pas possible. Deuxièmement, j'ai quelque chose auquel je suis très sensible, c'est l'utilisation de l'option diaspora pour encourager la migration de retour. On a un problème, je dis, qui est très connu en économie. Bhagwati, dans les années 60, a déjà proposé une taxe
pour les diplômés qui partent, ou presque empêcher les gens de partir. On ne peut pas empêcher aujourd'hui les gens de partir, ça fait partie des droits de l'homme, ça fait partie des droits de la mobilité, et donc si quelqu'un veut partir, on ne peut pas l'empêcher. En revanche, il faut réfléchir comment il contribue à son pays d'origine. On ne peut pas le contraindre, on ne peut pas... vous le savez, tout ce qu'on a fait pour l'immigration de retour, ça ne marche pas. Si la personne veut rester, il a envie de rester, elle reste. Par contre, si vous lui... Et l'immigration de retour, c'est quand elle est en échec, quand elle est au chômage, donc on lui donne une petite somme pour qu'il revienne, et ça ne marche pas du tout. Ce qui peut marcher, c'est le fait de valoriser l'expérience d'immigrant et de lui permettre de revenir pour un certain temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, toute sa vie, s'il a 20 ans, s'il a envie de revenir. Mais en même temps, les pays du Nord doivent participer à cet effort. Par exemple, si on a un ingénieur qui travaille ou un professeur qui travaille dans les universités européennes, il peut revenir dans son pays d'origine pour en fait enseigner pendant 4 ans, 5 ans, mais les pays du Nord doivent participer, par exemple, à son salaire. C'est une façon intelligente, sans qu'il perde ses droits dans le pays européen, dans son pays d'accueil. Donc on peut l'accompagner par un salaire, par exemple. Ça permet en fait au pays, mais intelligemment, au pays du Nord de participer en fait à ce retour provisoire ou définitif. Et ça permet aussi aux pays du Sud de récupérer un peu d'argent par rapport à l'effort qu'ils ont fait. Oui, 2 minutes. Alors, il y a le problème aussi, le système pour obtenir des papiers, la migration de travail, c'est très compliqué, ça dépend des pays, etc. Et donc là, il faut vraiment, au niveau européen, un système évolutif, transparent, pour que le migrant, quand il arrive ou quand il fait une demande, il n'est pas stressé ici, qu'il répond à un certain nombre de points, et hop, on y va. Allez-y, il y a une idée que... Monsieur, un fadlak. Ok, très bien. Alors, là aussi, faciliter l'octroi de titres de séjour à l'issue pour les étudiants d'Afrique du Nord. Il y a un certain nombre de pays qui tergiversent et qui ne donnent pas le droit à un étudiant, etc. Donc là aussi, il faut aller vite, sans oublier le pays du Nord, du Sud, qui a envoyé les étudiants pour, en fait, qu'ils fassent leurs études et qu'ils reviennent. Donc, il faut faciliter leur intégration, mais en fait, penser à ce système de compensation. Vous avez les autres propositions. On me demande d'arrêter. Je suis désolé pour ce problème technique et que ça m'a un peu perturbé, mais j'espère que ça vous a touché des points précis sur lesquels je peux revenir éventuellement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Jamal, pour votre présentation. Alors maintenant, now we are going to listen to... Nous allons entendre professeur Awad. Professeur Awad, je ne dois pas vous présenter pour l'audience égyptienne. Il est très connu. Il est professeur il est professeur à l'université américaine et avant, il était le directeur du Centre de la migration et des réfugiés à l'université américaine au Caire. Dr Awad actuellement est le responsable du groupe de travail sur la migration de la main-d'œuvre, le partenariat international pour le développement et la migration. Sans aucun doute, il a une expérience de poids et il va nous donner ses remarques, ses commentaires, outre aussi ses questions en ce qui concerne ce que le professeur Gamel a présenté sur les perspectives et les points lancés pour discussion aujourd'hui. Maintenant, je vais faire 2 choses. Premièrement, je voudrais demander aux facilitateurs qui vont venir après moi de suivre mon modèle, c'est-à-dire se diriger aux collègues à l'unité de contrôle, parce que ça, c'est la première session où nous demandons aux participants avec nous via l'Internet d'être en synergie avec nous à travers les discussions. Après
les interventions des panélistes, nous allons commencer cette discussion et à ce moment, nous devons nous diriger à l'unité de contrôle pour voir si jamais un participant via l'Internet online veut poser une question ou faire un commentaire. J'espère bien que nos collègues à l'unité de contrôle de remarquer le chat box pour la discussion. Professeur Awad, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ma présentation. Madame Dilovic, et je voudrais adresser les remerciements à l'OMI et l'OMT pour mon invitation, pour m'inviter à participer à cette séance et le commentaire sur le document présenté par Dr Jamel. Je le remercie vraiment pour le document excellent qu'il a présenté à la conférence et je remercie aussi sa collègue Madame Amal Miftah. Je vais parler en langue arabe et je m'excuse, je regrette aux interprètes, aux collègues les interprètes parce que je vais utiliser de temps à autre quelques termes en anglais. Monsieur Jamel, dans son document, dans sa présentation, a indiqué que le marché de travail ou les marchés de travail dans les pays de l'Union européenne font face à une pénurie concernant quelques emplois, quelques secteurs vu le grand âge par lequel passent ces pays et peuples. Les systèmes d'apprentissage ou d'éducation ne peuvent pas aller de pair avec le changement continu en ce qui concerne la demande sur les marchés du travail. La technologie se développe et par conséquent, les exigences et les besoins changent d'une façon continuelle. Les systèmes de formation et d'enseignement ne peuvent pas faire sortir ou former pour que un nombre suffisant de gradués qui puissent faire les différents métiers et entre parenthèses renouvelables. Dans les pays du sud de la Méditerranée, en Afrique du Nord, M. Jamel a indiqué, et il en a raison, il a indiqué qu'il y a quelque chose qui défie la théorie. Il y a un taux de chômage plus chez les instruits que plus que les moins instruits et le taux de chômage augmente tant que le niveau d'études est haut. Et il y a ceux qui n'ont pas eu un enseignement suffisant ou même les non instruits du tout, ils sont les moins exposés au chômage. Ainsi, il y a un excédent en main-d'œuvre instruite et instruite de qualité, et il y a une pénurie d'autre part. Et par conséquent, nous témoignons une complémentarité possible entre les marchés du travail entre les pays européens et les marché de travail aux pays du nord de la Méditerranée. Mais malgré cela, il y a deux problèmes. Le premier problème a été indiqué par M. Jamel, et c'est qu'il y a une nécessité pour combler la lacune entre la demande du travail concernant les métiers qui exigent des hauts niveaux d'enseignement. Il y a cette demande et malgré cela, la population dans les pays européens ou l'opinion publique dans les pays européens hésite en acceptant la migration. Du point de vue économique, une demande économique et il y a en revanche un refus plus ou moins par
quelques secteurs de l'opinion publique dans les pays européens. Au sud de la Méditerranée, dans les pays de l'Afrique du Nord, c'est autre chose. En réalité, les instruits ayant des études supérieures sont chômeurs et la migration peut leur fournir des opportunités de travail et réduire la pression sur les marchés de travail, soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Mais le processus du développement a besoin des instruits et des instruits de haut niveau. Comment peut-on nous ajuster l'équation entre la migration et les chômeurs et les demandes? Ce sont vraiment deux défis réels, deux défis et les deux problèmes sur lesquels les politiques doivent se concentrer sur. Et outre d'autres aspects tels que les pays de l'Union européenne, en fait, ont besoin instruits une haute instruction, mais aussi ont besoin des niveaux plus minimes d'enseignement. On a besoin de grandes habiletés, mais aussi ils ont besoin des habiletés plus ou moins moyennes. Ce n'est pas vrai que le besoin se limite au niveau du point de vue enseignement seulement. Par conséquent, quelles sont les causes qui doivent être étudiées? Premièrement, comme M. Jamel a mentionné dans son document, c'est vrai que la migration ou bien apporte des privilèges, des profits en ce qui concerne l'habileté, la connaissance, et c'est ce qu'on appelle le bring gain, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle le brain drain ou la perte des cerveaux, entre parenthèses. Ceci n'empêche pas cela. Les deux se trouvent ensemble et par conséquent, nous ne pouvons pas fermer les yeux et ne pas discuter cela. Mais la légitimité, entre parenthèses, de la migration, soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte ou à n'importe quel pays, et pas seulement les pays de l'Afrique, de notre région, la légitimité de la migration exige que nous discutions franchement les traits positifs à cet égard et les séquelles afin de traiter ces séquelles. Par exemple, il y a des efforts comme ce qu'on appelle les partenariats pour la mobilité, mobility partnerships. Ces partenariats, si nous les examinons, bien, nous allons assimiler ou comprendre qu'en fait, ces partenariats sont semblables à la planification de la main-d'œuvre, semblables à la gestion contrôlée pour la mobilité de la main-d'œuvre. Aussi, pouvons-nous laisser une certaine liberté sur le marché du travail, une certaine liberté aux personnes qui proposent le travail pour que les travailleurs cherchent les opportunités de travail et que les installations cherchent ce qu'ils en ont besoin. Même chose pourrait être dit sur la demande sur la main-d'œuvre moins habile. Toute la concentration, c'est sur les talents, les habiletés. Mais nous savons que lors de la pandémie, 13%
des professions essentielles à l'Union européenne ont été occupées par des travailleurs migrants et par conséquent, il y a une demande sur ceci. Aussi, y a-t-il une demande concernant les travailleurs âgés qui travaillent par exemple dans l'agriculture? Nous ne pouvons pas compter ceci par les instruits d'habitude et ainsi il nous incombe de voir comment les délégués, comment fournir des conditions de travail décents et des conditions agréables à ceux-ci, à ces travailleurs, et hommes et femmes. La question de la migration de ces travailleurs parmi les moins instruits. En fait, si nous nous concentrons seulement sur la migration des migrants hautement instruits, ainsi, nous nous concentrons sur les privilèges que peuvent avoir les pays européens. La contribution au développement dans les pays de l'Afrique du Nord consiste en fait l'utilisation des travailleurs moins habiles et leur formation et leur réhabilitation en ce qui concerne le niveau de formation et ensuite ils reviennent pour le développement de leur pays. Et ce qui est l'expérience, c'est ça qui peut contribuer au développement. Mais sans aucun doute, le retour, ça consiste en problème. Si les travailleurs ont migré parce qu'ils n'ont pas trouvé des opportunités de travail décentes dans leur pays, quand est-ce qu'ils vont retourner? Si la structure des emplois reste telle qu'il est. Moi et M. Gamal, par exemple, nous avons immigré et nous avons occupé du travail à l'étranger parce que nous n'avons pas trouvé un boulot, notre métier dans notre pays. Après que nous avons acquis une expérience, comment peut-on-nous retourner à nos pays où il n'y a pas des opportunités de travail décentes déjà? Et par conséquent, les politiques de migration doivent aller de pair avec les politiques de développement. Les pays de l'Afrique du Nord doivent œuvrer sur le fait de changer la demande concernant le travail et de manière à avoir une demande de manière à ce que les travailleurs parmi les personnes qui vont retourner, qu'ils trouvent des opportunités dans des conditions décentes. La migration et le travail d'une façon générale, la demande concernant le travail, c'est issu de la demande des services. Et par conséquent, si nous continuons à ce que la production des articles et des services, c'est la production d'articles et de services à des valeurs qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Nous devons augmenter lever le niveau de la connaissance. À ce moment, les travailleurs pourraient trouver des opportunités de travail dans leur pays et s'ils émigrent, ils peuvent retourner en trouvant les conditions agréables pour eux. La migration pour le travail est une question d'emploi, en fait. Et par conséquent, cela doit être sous la rubrique des politiques de travail dans les pays de la Sud-Méditerranée, les pays de l'Afrique du Nord et en même temps dans les pays de l'Union européenne. La migration, c'est l'emploi. Le sommet de l'Union européenne à Lisbonne en 2000 s'est concentré sur le fait que la migration est parmi les moyens qui vont faire parvenir à l'Union européenne de
d'être parmi les économies les plus compétitives dans le monde il y a 20 ans. Ça a été il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un discours contraire à cela, au lieu de regarder la migration du point de vue emploi. En fait, il y a une demande sur les habiletés dans les secteurs de la communication, le soin de la santé, l'éducation, l'enseignement, la technologie vitale, la technologie de pointe en fait. Mais si ceux-ci migrent de leur pays en Afrique du Nord, qui va rester ainsi dans ces pays pour contribuer au développement? C'est pour cela que les pays de l'Union européenne et les pays de la Sud-Méditerranée, Afrique du Nord, doivent œuvrer ensemble afin d'élargir la production de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre existe au sud de la Méditerranée, existe en Afrique du Nord. Ainsi, tous ces pays doivent, au nord et au sud, œuvrer pour la multiplication et l'élargissement de la base, source d'habileté, et par conséquent, ces habiletés peuvent contribuer au processus de l'emploi dans les pays et du Nord et du Sud ensemble et pour qu'on n'ait pas une compétitivité. La compétitivité actuelle est sur cette main-d'œuvre. Mes derniers propos, c'est que j'ai dit maintenant pour qu'on n'ait pas une compétitivité, mais nous devons faire attention à ce que la compétitivité est à venir et existe déjà. Et c'est ce que nous devons faire attention à. Il y a une pénurie dans les habiletés dans quelques pays et il y a une pénurie dans des habiletés mentionnées par M. Jamel au document. Au Maroc, par exemple, et en Égypte, par exemple, il y a une augmentation concernant la migration des travailleurs dans le domaine de la médecine, les médecins précisément. Et ce n'est pas le cas de l'Égypte seulement, mais aussi il y a une compétitivité sur la main-d'œuvre instruite et formée. Nous devons faire attention à cela, notamment que nous savons que les rendements de fertilité dans les pays de l'Afrique du Nord, en premier lieu la Tunisie et le Maroc, devient moins, et ainsi la main-d'œuvre dans nos pays, à l'exception de l'Égypte, est un recul, et par conséquent, il y a une compétitivité à venir et ainsi la migration et la complémentarité. Nous devons regarder cela d'une manière positive et aborder cela au sérieux. Et le projet TAM a beaucoup fait vraiment, et je félicite les responsables du projet parce que ça vraiment a fait beaucoup en ce qui concerne le fait de contrecarrer les points négatifs de la migration et jeter la lumière sur les bénéfices à cet égard et les problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans les politiques et cela, espérons bien que ça sera résolu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour professeur. Et maintenant, je sais très bien que nous avons dépassé le temps, mais déjà, je voudrais demander notre collègue s'il y a des commentaires de la part de l'audience online. Peut-être pouvez nous informer si les participants ont des questions, les participants online. Posé. Donc, comment réussir le challenge d'une migration sûre et légale
sans pour autant provoquer la fuite massive des talents ou des personnes qualifiées et avec une certaine expérience de travail. Okay. Is this the only Est-ce que ça c'est la seule question? Oui, c'est la seule question de la part des participations online. Ainsi, je vais marquer cela sur l'écran et peut-être je peux offrir la voix à la discussion s'il y a pas de la part de l'audience à la salle, s'il y a une question avant que les panélistes répondent et réagissent. Allez-y. Merci. J'accorde l'intérêt à ce qui a été dit. J'ai pas lu le document, mais justement, je voudrais comprendre. Est-ce que vous avez abordé le problème de la fuite des cerveaux parce que toujours nous faisons face à cela, la fuite des cerveaux et l'acquisition des cerveaux. Est-ce que vous avez abordé cela dans votre document? Est-ce que nous pouvons avoir une autre question s'il y en a? Oui, allez-y. J'ai quelque chose semblable à ce que le collègue a mentionné. Est-ce que l'étude a abordé le phénomène de downscaling ou bien resserrer les taux autour des habiletés? Est-ce que l'étude a abordé cela? Allez-y. Merci pour les deux intervenants, pour les deux interventions de poids. En réalité, il y a une question importante en ce qui concerne l'équilibre des habiletés, le marché du travail soit au sud, soit au nord. J'ai une question directe. Quelle est l'approche agréable avec les Européens sur le fait d'avoir accès aux habiletés? Quelle est l'approche convenable? Thank you. Merci. Je voudrais dire qu'il y a deux questions et il y a aussi la question sur l'approche agréable ou convenable ou appropriée pour établir un dialogue et aussi l'audience en ligne. Il y a sur la migration irrégulière une question et aussi la fuite des cerveaux. Et comment peut-on combattre la migration irrégulière sans avoir la fuite des cerveaux? Peut-être à ces questions, vous pouvez vous occuper. Je commence par la dernière qui me paraît, toutes sont intéressantes évidemment, qui me paraît un peu délicate en fait. C'est vrai que on a senti qu'il y a pas cette confiance en fait. Et c'est quelque chose qui est lié à plusieurs éléments. Il y a les événements des causes politiques qui sont relatifs à l'histoire. Et comme j'avais dit, quand on parle d'être humain, c'est toujours compliqué. Donc en fait, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant en comprenant que on est dans un bateau, on a tous les mêmes peurs, tous les mêmes envies et tous le même but. Quel est notre but ici? C'est d'améliorer
au sud, le niveau de vie, de développement, accélérer la croissance, etc. au sud. Et au nord aussi, c'est de maintenir ce taux de croissance qu'on a du mal à maintenir à cause de tous les éléments dont j'ai parlé. Donc la question de confiance, c'est un travail commun. On ne peut plus aujourd'hui, il n'est plus question qu'on vienne avec des programmes qui sont déjà prêts et qu'on dise voilà ce qu'on vous propose. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il faut que les pays, les donateurs, en fait, ou les pays du Nord, tout simplement viennent avec des programmes, les discuter. Ce n'étaient pas des programmes préconçus, c'est des programmes à discuter. Discuter, voilà ce qu'on vous propose, qu'est-ce que vous nous proposez en retour? Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on a aussi remarqué dans nos discussions qu'on dit au Nord qu'il y a des pénuries, on l'a montré, c'est clair, c'est net, mais au Sud, on n'a pas cette sensation. On n'a pas l'impression que concrètement, sur le terrain, on vient vous voir, voilà ce qui nous paraît voilà ce qui nous manque, et surtout sur une longue période, par exemple, de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, nous permet en fait de faire des prédictions, des prévisions sans aucun problème, avec une probabilité très faible de se tromper. Donc on peut en fait trouver des truchements, on peut trouver des moyens pour dire voilà ce qui nous manque, qu'est-ce que vous nous proposez de retour? En retour, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc cette question de confiance, elle est l'élément clé, c'est la pierre angulaire en fait sur laquelle tu reposes. S'il n'y a pas de confiance entre les partenaires, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une coproduction, pas une production d'un côté et d'un autre. Ça, c'est le premier point. Par rapport à la réussite de la migration de travail, ça rejoint un peu la première question qui a été posée aussi, sur toute la problématique, comment réussir. Évidemment que ce qui est fait est important, la technicité, répondre, mais ça reste à une petite échelle. Soit on dit, ça marche, on est d'accord, au nord ou au sud, que ça marche, et allez-y, mettons les moyens, croyons à ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait de la croyance. Soit, aujourd'hui, on est dans une étape, en fait, est-ce qu'on va reproduire le programme, est-ce qu'on va aller de l'avant? Là, il y a une réflexion à avoir. Et c'est une réflexion à avoir, non pas encore du Sud, mais aussi, non pas encore du Nord, pardon, mais aussi du Sud. La dernière question, c'est la troisième question par rapport aux compétences en fait, et qu'il faut tenir compte des compétences des gens qui sont les moins qualifiés. C'est vrai, quand on parle des compétences, on pense aux gens, bac plus 3, bac plus 5, aux ingénieurs, etc. Et qu'il y a une demande forte pour les compétences ou les gens sans formation. Aujourd'hui même où je vous parle, la migration de ces personnes continue par d'autres voies, sans passer par les voies officielles. Et on rebelote. Les problèmes qu'on a eu il y a 30-40 ans, on les retrouve avec acuité aujourd'hui même, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, vous avez un marché du travail qui est en demande et qui n'a pas le temps d'attendre. Cet été, par exemple, il y a des restaurants qui ont été fermés, il y a des hôtels qui ont été fermés parce qu'on ne trouve pas des gens pour travailler. Et qu'est-ce qu'on fait? On les fait venir par quelquefois en clandestin, on les fait travailler, et tout ceci ne peut pas marcher. D'autant plus qu'on amène des gens qui ont une culture différente, ça c'est clair. Mais aussi, est-ce qu'ils maîtrisent la langue? Est-ce qu'ils maîtrisent les valeurs? Est-ce qu'ils savent qu'il y a, par exemple, la problématique de l'égalité entre l'homme et la femme qui se pose autrement? Si nous ne réussissons pas à tenir compte de tous ces problèmes-là, même pour la migration des sous-qualifiés ou des peu qualifiés, on ne peut pas réussir. Ceux qui ont des diplômes, bac plus 5, des ingénieurs, etc., ils n'ont pas de problème d'intégration. Aucun, zéro. Le problème se pose, et ça, on doit vraiment prendre en considération, se pose pour les personnes les moins qualifiées. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement. On ne peut pas envoyer des gens en Europe travailler sans aucune maîtrise de la langue. Et je vous dis ça continue aujourd'hui. Au moment où je vous parle, aujourd'hui même, il y a des personnes qui partent sans aucune qualification. C'est parce qu'on a besoin de gens qui travaillent sur des métiers où ça ne demande pas beaucoup de technicité. Ça a été dit. Ça a été dit. L'étude de TAM que nous avons fait il y a l'année dernière sur, par exemple, le taux de mortalité des Marocains pendant la période de la Covid a montré qu'il y a un taux de mortalité, par exemple, en France, qui a une surmortalité de 7-8%, et pour les Marocains, par exemple, en France, c'est de 38%, 37 à 38%. En grande partie parce qu'ils ont continué à travailler.
Ils ont continué à servir dans les hôpitaux, dans les supermarchés, alors que la plupart des personnes travaillent chez eux à la maison, enfermées dans le confinement. Autrement dit, on a besoin de cette immigration, mais on a besoin aussi de l'organiser. S'il n'y a pas d'organisation, si on continue, si on ne donne pas plus de moyens de considération aux agences qui travaillent sur cette question, on ne peut pas réussir. Donc il faut vraiment être conscient. Merci. Et je pense, professeur Jamal, il y avait encore la question, ce qui concerne le brain waste ou le de-skilling. Alors ça, maintenant, on parle des gens qualifiés, Oui. mais qui ne travaillent pas selon leur qualification. Et ça, c'est peut-être une question ou un problème de la recognition of skills. Et la question, c'était si vous avez traité cette question aussi dans votre rapport. On en a parlé, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont formés ou qui ont une formation moindre et qui ne trouvent pas de travail. Et là aussi, on doit on doit en fait travailler sur ces personnes-là. C'est sur ces personnes-là qu'on doit mettre plus de moyens. Parce qu'il y a une demande encore importante, encore plus importante au pays du Nord. Au Sud, on ne le voit pas. Mais il y a encore une demande très importante et c'est là où le programme de formation, tout ce qui a été fait dans le cadre du programme TAM, à des petites échelles, peut être accéléré et développé. Merci. Professeur Awad. Thank you very much. I will start with the question. Merci beaucoup. Je vais revenir à la question concernant les compétences. Je pense que la responsabilité pour les compétences pourrait être dans la migration clandestine et à la non-reconnaissance vis-à-vis des besoins du marché du travail. La non-reconnaissance des besoins du marché du travail pourrait avoir comme conséquence la migration clandestine. Elle ne vient pas en premier lieu, mais la migration clandestine vient après le fait qu'il n'y a pas d'emploi décent à l'origine, il n'y a pas de reconnaissance des besoins du marché du travail au pays destiné ou destinataire. Les recherches ont démontré que la migration est essentiellement déterminée par les politiques des pays destinataires, alors que vous avez le focus sur le chômage au pays d'origine. Mais ce sont les politiques des pays destinataires qui déterminent qui va émigrer, quand il va émigrer et sous quelle forme de migration, que ce soit clandestine ou régulière. Et si j'émigre d'une manière irrégulière ou clandestine, les chances sont que les personnes ne vont pas trouver de travail et mises à l'écart sur le marché du travail. Et le fait de ne pas avoir un diplôme et de l'Université du Caire ou d'El Manar, je pourrais travailler dans un restaurant et faire des pizzas plutôt que de travailler selon mon diplôme. Donc, l'immigration clandestine, c'est la responsabilité et c'est là où à eux qu'incombe l'immigration clandestine. Il y a des questions qui affectent l'immigration, pas seulement dans cette région, mais je pense que c'est très important pour nous de considérer les sujets qui se posent à la migration en Afrique du Nord et en Europe sont spécifiques, mais ils ne sont pas uniques. Parce que vous allez trouver les mêmes sujets et la reconnaissance des compétences. Imaginez entre des migrants venant de l'Amérique latine et d'Espagne, même langue. Donc, ce sont des sujets, c'est très important de voir ceci d'après une perspective universelle, d'envisager ces problèmes à partir d'une perspective universelle. Je pense que pour éviter l'immigration clandestine, c'est une question de politique, une question
tout d'abord d'emploi au pays d'origine et puis par la suite, question de reconnaissance des demandes du marché du travail au pays destinataire. La question du meilleur rapprochement. Moi, je pense que le meilleur rapprochement, c'est en lançant tous les problèmes et en abordant tous les défis qui se posent à l'immigration des pays du sud de la Méditerranée vers les pays du nord de la Méditerranée. Et si les pays du sud de la Méditerranée, ce sont ces pays qui abordent ces problèmes, eh bien, le premier problème abordé, c'est le fait de conformer l'immigration et de l'ajuster par rapport aux demandes. Et quels sont les meilleurs moyens pour contribuer à satisfaire les demandes des pays européens concernant le marché du travail? Et c'est ce qui va avoir l'impact sur les pays d'origine. Et ceci ne va arriver, comme je l'ai mentionné, sauf si on investit dans la formation et des ressources humaines. Et puis, par la suite, évidemment, en reconnaissant les diplômes et aussi l'intégration, la protection des travailleurs émigrés. Reconnaître les besoins et deuxièmement, comment traiter les travailleurs émigrés et comment les aider à s'intégrer au sein de la société. Et l'intégration de ces travailleurs émigrés, là, il y a une partie de la responsabilité qui incombe aux pays destinataires, mais aussi une autre partie incombe aussi aux pays d'origine pour former les travailleurs. Je pense que les pays d'origine doivent faire l'équilibre entre les besoins du développement sur leur propre marché de travail entre l'immigration et ce qu'on pourrait discuter avec les pays destinataires. Je pense que l'immigration aurait besoin d'une politique de consensus entre les deux parties, origine et les pays destinataires, car les pays d'origine ne doivent pas être seulement récepteurs quant à ces politiques, mais doivent prendre parti ou faire partie de ces politiques de manière à ce que ce soit des politiques sur lesquelles ces pays d'origine sont d'accord, basées sur des concertations avancées par l'autre partie. Nous devons rédiger et envisager ces politiques d'une manière bilatérale. Sinon, on va tenir les conférences une édition après l'autre et on va rester là où on est. Merci beaucoup, professeur Ahmed. Merci, monsieur professeur Jamal. Oui. Mais je pense que nous avons besoin de clôturer à ce point-là. Il y a une question avancée par monsieur, avancée par l'Union marocaine du travail. Je voudrais indiquer que l'URT était censé participer à notre inauguration, mais monsieur Alaoui ne pouvait pas venir dû à des obligations au Maroc. Donc, il a été remplacé ici par monsieur Ben Gazoub. Mais que ma collègue Zainab va avancer quelque chose. C'est juste pour une question concise, s'il vous plaît. Et je voudrais faire... oui, vous voulez avancer une question, mais... Kendouz Abdelkrim à prendre la parole en direct. Donc, bonjour monsieur. Est-ce que vous nous entendez? De Rabat, j'interviens au nom de l'Union marocaine du travail. Merci beaucoup pour l'effort entrepris et d'avoir associé également l'Union marocaine du travail. Je regrette simplement que pour des raisons organisationnelles et techniques,
on n'est pas pu également, suivre la séance d'ouverture. Je voudrais brièvement, par rapport à ce qui a été dit essentiellement dans cette séance, brièvement, manifester quelques interrogations, quelques réserves par rapport à la tendance prise dans le cadre de la discussion. Alors, je rappelle d'abord que ce partenariat talent est fait dans le cadre du Pacte européen pour la migration et l'asile. Le Pacte européen pour la migration et l'asile, qui n'a pas encore été adopté, il concerne d'abord, sur un volet, l'immigration irrégulière, mais il est essentiellement sécuritaire, il est essentiellement répressif, il verrouille l'asile et il ne parle pas de la migration légale, sauf s'il y a des compétences ou s'il y a des cerveaux. Là, l'Union européenne est preneur. Ça, c'est la première des choses. Et on aurait souhaité également, justement, pour la préparation de cette rencontre, certes, les gouvernements sont associés au départ, en amont, sont impliqués, peut-être pas beaucoup aussi, mais les syndicats, non. Et je pense que la société civile, de manière générale, a son mot à dire en amont. Ça, c'est la première des choses. Alors, sur le fond, on nous présente on ne veut pas parler de fuite des cerveaux, on ne veut pas parler de fuite des compétences, mais on remplace ça par la mobilité des compétences, par ça fait bien, ça fait positif, et c'est pour mieux, faire accepter la chose. C'était Lénine qui disait faites-leur manger le mot. Monsieur Belgen-Douce, excusez-moi, est-ce qu'il y avait une question ou c'est plutôt un commentaire? Parce que je pense qu'il faut... C'est les deux. Si vous le permettez, très brièvement. Mm-hmm. Bon. D'abord, on ne peut pas considérer qu'il y a un manque d'un côté, un surplus, chômage au niveau des pays du Sud et manque au niveau des pays du Nord. Et dans le cadre d'une conception que j'appellerais une conception hydraulique, assurer l'équilibre. Donc c'est plus compliqué que cela. Par exemple, au niveau du Maroc, nous avons une immigration d'ingénieurs, une immigration de médecins. Certes, ils rendent des services au niveau des pays du Nord, au niveau des êtres humains, mais ils contribuent à élargir les déserts médicaux. Ça, c'est en premier lieu. Et je pense qu'on n'intègre pas assez les pertes subies par les pays du Sud. D'une part, cette émigration des talents, elle assèche les capacités des pays du Sud de matière grise. Ça, c'est le premier élément. Il y a le coût de formation dont on ne parle pas assez. C'est vrai, c'est abordé un petit peu, mais je dirais que ce partenariat de talents, c'est une forme de spoliation, une forme de prédation des pays du Sud par les pays du Nord. Alors on intègre ça dans le cadre de la liberté. On ne parle de la liberté que lorsqu'il s'agit des talents. Lorsqu'on veut parler de la liberté de circulation, lorsqu'il s'agit de la mobilité, de la migration de manière générale, on dit non. Et puis, s'il y a une mobilité, s'il y a une liberté de mobilité, il y a aussi la mobilité de rester, la liberté de rester dans son pays. Ce sont les contraintes sociales, juridiques, économiques, etc., qui font que les talents
les compétences sont obligés d'aller dans les pays du Nord. Donc, Monsieur, ce n'est pas une position idéologique. Monsieur Belgendus, je m'excuse encore une fois. La présentation qui a été faite, Merci beaucoup pour votre intervention. Mais je pense qu'il faut aller un peu en avance. En effet, la session prochaine, ça sera la session où on va écouter l'expérience tout à fait des pays partenaires, ce qui concerne les Mobility Partnerships. Alors, avec votre permission, je voudrais bien conclure cette session-là. Encore une fois, merci beaucoup, professeur Awad et professeur Jamal, pour l'inspiration, pour notre discussion qui va suivre. Merci aussi à notre online participants. And I would maybe invite everyone to get up just for a health break, because we have already been sitting now for more than 2 hours. So maybe just get up. If nothing else, you just turn around and you clap your hands or you do something, but just to have enough energy. Je voudrais vous demander de vous lever, d'avoir davantage d'énergie pour continuer, de vous lever. Et en même temps, j'invite les participants au panel pour la séance prochaine. Et je les invite à venir sur l'estrade. Et M. Espagnolet, M. Messaoudi et nos représentants du gouvernement d'Égypte, merci. Venez ici au panel. Merci, professeur. Merci. Merci, professeur.